Qui n'aime pas une bonne rumeur de transaction? Non, non, ne te mens pas à toi-même. Toi aussi, t'aimes ça, je le sais. You gotta like that, right? C'est certain que c'est encore plus excitant quand ce sont des gros noms qui se retrouvent dans les rumeurs de transactions, mais des fois, ce sont les plus petits échanges qui sont les plus payantes pour une formation. Qui sont les joueurs les plus susceptibles d'être échangés cet été dans la LNH? Ben Frank Seravalli a mis à jour sa célèbre liste et elle me surprend un brin. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Frank Seravalli a mis à jour sa liste des joueurs les plus susceptibles d'être échangés dans la Ligue nationale de hockey. Donc, l'édition début de l'été, avec la finale de la Coupe Stanley qui va bientôt se jouer. On va entrer dans ce qui est, je le sais, pour plusieurs, le moment le plus intéressant de la saison. Donc, où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel. Et avec les agents libres, avec restrictions, une possible reconstruction chez certaines équipes, je pense qu'il va y avoir des très bons joueurs sur cette liste. Et non seulement des très bons joueurs, mais des très bons joueurs assez hauts. Je m'attends peut-être, entre autres, à avoir les deux joueurs de centre des Islanders de New York. Marco Rossi, est-ce qu'il va être sur cette liste-là? Pour ceux qui ne savent pas, Marco Rossi, donc, qui ne s'entend pas au moment de l'enregistrement de cette vidéo avec le Wild du Minnesota, lui qui est agent libre avec restriction. Je pense que la liste va être pas pire. Et au-delà des agents libres sans restriction cette année, je crois qu'il va effectivement y avoir quelques transactions d'envergure dans la Ligue nationale. On regarde ça. Tout juste avant de poursuivre, bienvenue à toi, navigateur du web, peut-être en quête de contenu hockey en français, à cette période importante où il va y avoir beaucoup de mouvements dans la LNH. Ben, t'es à la bonne place. Et si tu veux être certain de ne rien manquer, ben, considère prendre 0,5 secondes de ton temps et t'abonner à la chaîne de ton boy. J'ai comme objectif cette année d'atteindre les 20 000 abonnés et on est sur la bonne voie. Alors toi, oui toi, si tu peux faire juste un tout petit effort minime et t'abonner. Et en plus, laisser un like sur la vidéo. Ben, j'apprécie. Et si tu le fais pas, c'est correct. Je comprends ça. Sauf que sache que tu vas avoir fait de la peine à Pikachu. Donc, on commence déjà. Vous voyez que plusieurs des numéros 1 sur la liste de Seravalli cette saison ont déjà été transigés. Mikko Rantanen, 2 fois. JT Miller, David Jiricek et d'autres joueurs également qui étaient placés très très haut comme Brock Nelson, Scott Laughton, Brandon Tanev, bon, ainsi de suite. C'est un humble brag bien mérité de sa part. Mais vous voyez également Frank Vatrano et Jake Evans. Ils ont déjà été très très hauts sur la liste et finalement, ils ont prolongé avec leurs équipes respectives. Jake Evans avec le Canadien, Frank Vatrano avec les Ducks d'Anaheim. Donc, ça dit simplement que, bien sûr, je suis convaincu, là, j'ai pas regardé la liste, je la découvre en même temps que vous. Il y a certainement des joueurs là-dessus qui sont agents libres en devenir, que ce soit, j'allais dire sans restriction. Non, avec restriction. Il ne devrait pas avoir d'agent libre sans restriction, à moins que les droits du joueur se fassent transiger. Mais non, il n'y aura pas d'agent libre sans restriction. Il y aura peut-être des joueurs, des agents libres avec restriction sur la liste, donc qui pourraient se retrouver sur cette liste-là, qui vont peut-être finalement re-signer. Puis c'est à ce moment-ci que lui, selon ses infos, il pense que ça s'enligne le plus pour un divorce. Donc, on commence avec Elias Peterson. Le vrai? Oui, le vrai. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 Elias Peterson là, maintenant dans l'organisation des Canucks de Vancouver. On dirait que je suis encore le saut quand je vois qu'il y a eu 45 points en 64 matchs cette année. Je comprends qu'il est sur la liste. Je suis d'accord qu'il soit aussi bas par contre parce qu'en raison du contrat, je vois mal comment une équipe va faire l'acquisition d'Elias Peterson. En même temps, c'est un couteau à double tranchant. Si tu es une équipe qui veut faire son acquisition, tu te dis que c'est le moment parce que sa valeur aura jamais été aussi basse. Par contre, si c'est un pari que tu prends, est-ce qu'il va remplir les attentes d'un gars qui fait presque 12 millions par année pour 7 saisons. 7, le chiffre, pas CE-TTE. Moi, j'adore Elias Peterson. Je suis convaincu qu'il va rebondir. Est-ce que c'est un gars d'11,6 millions par contre? Ah! Je ne pense pas. Mais je suis convaincu qu'il va rebondir. Je pense pas du tout qu'il va être transigé. Pour ceux qui ne savent pas, il est là. Il est écrit là juste ici. C'est que lui, il y a une clause complète de non-échange qui va entrer le 1er juillet. Donc, s'il se fait échanger, ce serait avant le 1er juillet. Au 19e rang, Jamie Oleksiak, OK, un vétéran défenseur. Lui, je vais bientôt publier une vidéo là, sur la défense du Canadien. Ça, c'est le genre de vétéran que j'aimerais peut-être voir le Canadien faire l'acquisition en raison de la retraite de David Savard. Mais il est très, très bas sur ma liste, là.
Mais c'est juste pour dire, c'est quand même un bon vétéran, Jamie Oleksiak, c'est un grand bonhomme. Défenseur de troisième paire également. 4,6 millions par année, une seule année de contrat. Bon, je pense plus que c'est le genre de gars qui est susceptible d'être transigé à la date limite des échanges. Thatcher Demko! Ah ouais, hein? Hum. Les Canucks ont un dilemme intéressant entre les mains. Ils ont un jeune gardien talentueux, un des visages de la franchise. Ouais. L'affaire avec Thatcher Demko, à 29 ans, j'en ai parlé à quelques reprises cette année. Moi, je commence à voir peut-être un peu du Carey Price dans Thatcher Demko. Ce que je veux dire par là, c'est que en rétrospective, puis je sais que c'est facile à dire maintenant, là, mais en rétrospective, tu regardes les blessures à Carey Price déjà qui commençaient à s'accumuler, puis tu pouvais te poser des questions. Dans le cas de Thatcher Demko, tu peux faire la même chose. En plus que, en tout respect pour Thatcher Demko, il n'y a pas jusqu'ici dans sa carrière le CV, le pédigré, appelez ça ce que vous voulez, le résumé de Carey Price. Effectivement, est-ce que les Canucks de Vancouver vont vouloir s'attacher à long terme avec ce gardien-là, 29 ans, qui est vraiment le prix avec les blessures? Je pense pas. Je pense encore une fois, par contre, que Thatcher Demko, ce serait plus un candidat à être envoyé quelque part à la date limite des transactions si les Canucks n'ont pas une bonne saison, ou du moins un bon premier, 2 tiers de saison en 25-26. Une équipe, soit qui perd son gardien, soit qui veut de la profondeur pour aller en série, quoi que ce soit. Je pense que c'est peut-être plus là qu'il pourrait être échangé. Et après ça, peut-être signer où il veut comme agent libre. Et bien sûr, personnellement, le Canadien n'a pas besoin de gardien l'an prochain. David Kampf. Ah ouais, hein? Du côté de Toronto. OK. Je ne sais trop. Tu sais, quand tu regardes ça, oui, sa blessure là, en fin de saison a fait en sorte qu'il était sorti pour presque toutes les séries, Kampf. Il lui reste 2 ans à son contrat, mais tu sais, 2,4 millions par année. Je pense que ça va dépendre. Je pense pas que c'est la. J'ai pas vraiment grand-chose à dire sur David Kampf, en fait, parce que je pense pas que c'est la grosse priorité du côté de Toronto, pour être honnête. Ah, Pavel Zacha et Morgan Geekie, ça, il met les deux. C'est de la triche, ça? C'est de la triche? Vous êtes plusieurs à souvent me parler de Pavel Zacha. Je comprends pourquoi. C'est un joueur de centre qui est quand même intéressant, pour vrai. Je vois. Tout va dépendre de quel est l'objectif des Bruins de Boston. Moi, je persiste et signe. Les Bruins de Boston, avec Charlie McAvoy, Jeremy Swayman et David Pasternak, peuvent pas entrer en reconstruction. Moi, j'ai comme l'impression que Zacha, c'est un gars que tu gardes pour être dans le loop. C'est un gars à 28 ans qui est encore dans la fleur de l'âge. C'est un gars qui tu sais ce que tu as avec lui. C'est un bon centre de deuxième trio. Pour moi, Elias Lindholm est la déception du côté de Boston. Pendant ce temps, Zacha continue de faire le travail. Je pense que c'est un bon candidat à être échangé. Mais tout va dépendre de quelle est la réelle stratégie du côté des Bruins de Boston. Est-ce qu'on va essayer un petit reset sur le fly à la Marc Bergevin? Je ne sais trop. À 4,75 millions par année pour 2 ans, par contre, il y a une équipe non seulement qui va être intéressée, je pense que les Bruins peuvent avoir un bon retour pour ce gars-là. Morgan Rielly? Morgan Rielly sur sa liste? Pourquoi? Les Leafs ont besoin d'un défenseur qui peut bouger la rondelle, qui peut les sortir du trouble efficacement. Rielly n'est plus ça. Je pense que Rielly vaut plus 7,5 millions par année. Je pense effectivement, c'est vrai quand il dit « He isn't an effective quarterback on the first power play unit ». Je suis d'accord qu'il n'est plus là, surtout que il l'est présentement au sein d'une grosse équipe, d'un avantage numérique phénoménal. Même qu'à certains moments, il me semble qu'on a vu les Maple Leafs de Toronto avec 5 attaquants par moment cette année sur la première vague d'avantage numérique. Ça libérerait du salaire du côté des Maple Leafs de Toronto, probablement. Fait que je suis pas contre l'idée. Je pense que c'est peut-être plus haut sur la liste, effectivement, que Kampf du côté des Maple Leafs de Toronto. Ça va être intéressant à surveiller. Je suis quand même surpris de le voir sur cette liste-là. C'est quand même un gros contrat pour une équipe qui voudrait aller le chercher. Par contre, si on est honnête. Eric Halla. Quelle mauvaise saison pour Eric Halla. 1 an, 3,15. C'est un vet. Les Devils ont dit qu'ils voulaient brasser les choses. Avec la saison qu'il vient d'avoir, qui voudrait de lui, pour être honnête? Encore une fois, je pense que c'est une transaction de date limite des échanges pour les Devils du New Jersey. Oh, Lucas Reichel. Ah ouais, hein? Lucas Reichel.
Il y a des moments où tu regardes Reichel jouer et tu peux pas croire qu'il n'a pas encore réussi à mettre toutes les choses, à get it together, là, à devenir un bon NHLer à tous les soirs. Ouais, Lucas Reichel est un peu, j'ai envie de dire, dans la situation de Kirby Dach, quand il a été échangé par les Blackhawks. Il est un peu plus vieux, par contre, que Kirby Dach était, ça c'est vrai. Mais effectivement, mais les Blackhawks ont tellement abandonné sur à peu près tout le monde dans les dernières années. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Je sais pas. À un moment donné, il va bien falloir que tu gardes du monde et que tu essaies de les développer aux côtés de Connor Bedard. Elvis Merzlikins. Ça fait longtemps qu'on entend que les Blue Jackets voudraient se débarrasser d'Elvis Merzlikins. Ça a encore été une saison ordinaire pour Elvis Merzlikins. Il a malheureusement plus jamais été le même depuis le décès de son bon ami Mathis il y a quelques années. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça a l'air que c'est une forte personnalité, Elvis Merzlikins, qui est difficile à gérer. Puis là, surtout quand tu fais 5,4 millions puis tu joues pas comme un gardien de but numéro 1. Mais qui va vouloir de lui? On dirait que dans ma tête, c'est plus un candidat à un rachat. À 5,2 millions, là, il joue pas comme un gardien de 5,2 millions depuis quelques années, Elvis Merzlikins. Et ça me fait de la peine de dire ça, j'aime beaucoup Elvis. Vladimir Tarasenko, il avait signé pour 2 ans avec les Red Wings. Ouais, il lui reste 1 an, 4,75. Il y a des rumeurs comme quoi il n'était pas très satisfait de la tournure des événements à Détroit, qu'il dit, laissant ouvert la possibilité qu'il se fasse échanger. On s'entend, là, c'est vraiment plus le même joueur que ça a déjà été, Vladimir Tarasenko. Encore une fois, je vois plus ça comme une transaction de date limite pour une équipe qui voudrait aller chercher peut-être un vétéran, mais même à ça, il n'y aura pas le même apport qu'il y a eu en Floride, ne serait-ce que voilà un an. Qui était là, ouais, c'est quand ils ont gagné la Coupe qui était en Floride, ouais, exact. Je peux comprendre. Les Red Wings de Détroit, ça va pas bien. Le Yzer Plan n'est pas en train de fonctionner. Qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là? La tentative d'accélération du rebuild avec des acquisitions de vétérans comme Tarasenko, Ben Chara, Patrick Kane, etc., ça n'a pas fonctionné. On rate toujours les séries. On arrive vraiment à un moment assez crucial pour les Red Wings. Puis effectivement, ça va être intéressant à surveiller. K'Andre Miller. Yo, si K'Andre Miller est disponible, je me mets en file pour faire son acquisition. Personnellement, j'ai toujours été un fan de ce gars-là. Un gros bonhomme avec un coup de patin très élégant pour sa stature. Il n'est pas devenu le bon défenseur numéro 2, je dirais, que je pensais qu'il allait être. Surtout pas le gars qui a le plus gros flair offensif. Mais pour moi, c'est vraiment un très solide défenseur de deuxième paire. Il est dans la mi-vingtaine seulement. OK, c'est parce qu'il le met là parce qu'il est agent libre avec restriction. Je comprends. C'est vrai que les Rangers aussi, c'est une équipe qui va vouloir brasser les choses cet été. C'est inacceptable ce qui s'est passé du côté des Rangers de New York cette année. Donc, je comprends pourquoi il est là. Moi, si je suis un DG, c'est définitivement le genre de joueur qui m'intéresse. Par contre, c'est vrai que tout dépend à quel point tu es prêt à le payer, K'Andre Miller. Ça va vraiment dépendre là, de ta structure salariale et tout ça. Mais moi, c'est un joueur que j'adore beaucoup du côté des Rangers de New York. John Gibson, il va-tu finir par être échangé? Pauvre John Gibson. J'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'il est à échanger. Quel drôle de carrière pour lui. Bon, il commence lui aussi en disant « Is this the year? » Bon, lui, il dit que c'est la 4e année. Ça a du sens. L'affaire avec Gibson, ça a tout le temps été un mélange de... Il commence très fort, il s'épuise. C'est normal qu'il s'épuise derrière l'équipe des Ducks d'Anaheim. Il y a eu des blessures. Moi, je continue de penser que c'est un bon gardien de but, même s'il est maintenant début trentaine, qui pourrait aller rendre des services à une équipe aspirante qui a besoin d'un gardien de but. Quitte à ce que ce soit dans un rôle 1A, 1B. Je pense que ce gars-là a besoin d'un changement de scénario. En même temps, un changement de décor, un changement de scénario. What? Un changement de décor du côté d'Anaheim. En même temps, je trouverais ça quasiment à plate pour lui parce que moi, je pense que les Ducks ils peuvent faire les séries l'an prochain. Je trouverais ça plate pour John Gibson qui soit transigé. Tu sais, il y a des équipes dont on entend parler pour des gardiens de but depuis à peu près toujours. Les Oilers, les Maple Leafs. Mais les Maple Leafs, ça a bien été avec Stolarz cette année et Wall. Je pense que si Stolarz se blessait pas, peut-être que les Leafs réussissaient à passer les Panthers de la Floride, ne sait-on jamais. Les Oilers d'Edmonton, Stuart Skinner, j'ai beau pas l'aimer, il continue de faire le travail au point où, au moment où j'enregistre, les Oilers n'ont toujours pas éliminé les Stars de Dallas, mais s'enlignent vraisemblablement pour une finale de la Coupe Stanley, une 2e de suite. Ou sinon, quand même, ils sont encore en finale de conférence de l'Ouest. J'essaie de penser vite là, à qui pourrait se payer un John Gibson.
faudrait que j'y réfléchisse. Mais moi, Gibson est tout le temps un peu controversé dans la confrérie des gardiens de but, là, des amateurs de gardiens de but. Moi, c'est un gardien de but que j'ai toujours bien aimé. Connor Murphy, bon, un autre joueur des Blackhawks a échangé. Lui, par contre, c'est un vétéran. Là. C'est pas la même situation du tout. Et soudainement, les Blackhawks ont trop de défenseurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Surtout si Schaefer descend. Non, Schaefer tombera pas numéro 3. Mais oui, effectivement, t'as Levchunov et Renzel qui viennent d'arriver. Mais est-ce que les Blackhawks voudraient garder un vétéran comme ça? Peut-être. Je ne sais trop. Ça pourrait être un défenseur intéressant à aller chercher à faible prix. Encore une fois, un candidat plus intéressant pour moi à la date limite des transactions. Erik Karlsson va être échangé cet été. Je vois difficilement, à moins que personne n'en veuille, 2 années pas concluantes du côté de Pittsburgh. Il y a encore un énorme salaire. Il y en a une partie qui est gardée par San Jose. Est-ce que là, Pittsburgh en garderait une autre partie du salaire et soudainement, Erik Karlsson serait un défenseur qui coûterait beaucoup moins pour une équipe? Peut-être. C'est définitivement plus le joueur qu'il a déjà été. Un peu plus tôt, on parlait des Leafs qui ont besoin d'un défenseur qui peut bouger la rondelle, mais là, après ça, les Leafs, définitivement, ils n'ont pas tout cet argent-là à mettre sur Karlsson, même si les Pingouins continuaient à garder une partie du salaire. Là. Donc, je le répète, peut-être que je n'ai pas été clair. Les Sharks ont retenu du salaire de Karlsson, puis les Pingouins aussi pourraient garder du salaire d'Erik Karlsson. Pour moi, je vais être très surpris. Très, très, très surpris si Erik Karlsson débute la prochaine saison à Pittsburgh. Je ne paierais pas de temps cher pour lui, par contre. Tout dépendamment de combien Pittsburgh retient. Rasmus Andersson. Oh, que j'aime Rasmus Andersson. Puis Rasmus Andersson, moi, c'est le genre de joueur que je verrais à Montréal. Bon défenseur droitier. Complet, j'ai envie de dire. Pas le plus gros des bonhommes, mais un joueur très, très intéressant. Il a eu peut-être un petit peu une moins bonne saison, j'ai envie de dire, cette année. Mais encore une fois, c'est plate, j'ai dit ça pour presque l'entièreté de la liste jusqu'ici, là, mais pour moi, Rasmus Andersson, c'est un candidat à se faire échanger à la date limite des transactions. Les Flames de Calgary sont vraiment dans une drôle de situation. Ils ont connu une saison surprenante. Dustin Wolf est le real deal. Je pense qu'ils vont continuer à aller chercher des bons jeunes joueurs. Il n'y aura pas de vraie grosse reconstruction à Calgary. Je pense pas non plus qu'on va s'entendre cet été avec Rasmus Andersson. Bah, en tout cas, moi, je serais très surpris si ça arrivait. Mais pourquoi ne pas le garder? En fait, c'est probablement ton meilleur défenseur à Calgary. Tu le gardes, tu débutes la saison, puis si encore tu te bats pour une place en série, je vois pas pourquoi il serait échangé cet été à moins d'une grosse offre pour lui. On arrive dans le top 5. Jonathan Marchessault. C'est Ravelli, c'est ce qu'il fait. Il a dit cette semaine que Marchessault était ouvert à une transaction, que sa préférence serait Montréal. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Marchessault, l'an dernier, c'était le Canadien de Montréal ou les Prédateurs de Nashville, selon ce qui est rapporté. Et il a choisi Nashville parce que Nashville lui offrait 5 ans. Le Canadien de Montréal était prêt à lui en offrir 3. Il y avait un peu moins de salaire aussi du côté du Canadien. C'est important de le mentionner. Je pense que c'était 4,7 ce qui avait été rapporté que le Canadien lui offrait. Je vous dis ça sous toute réserve. Horrible, la saison des Prédateurs de Nashville. Barry Trotz a dit à un certain moment dans la saison qu'il pourrait peut-être brasser les choses. Est-ce qu'on va aller dans une reconstruction? Je vois mal comment on va dans une reconstruction. On a donné un contrat à long terme à Juuse Saros, mais sait-on jamais ce qui peut arriver dans ce genre de situation-là. Moi, peu importe l'équipe, je suis intéressé à Jonathan Marchessault. 56 points, c'est pas gargantuesque comme production, mais considérant qu'il fait 5,5 millions par année, c'est encore un joueur à 34 ans, offensif sur un top 6, très intéressant pour une équipe qui a des aspirations. Puis j'ai envie de dire quasiment, surtout pour une équipe qui a des aspirations, justement, qui pourrait peut-être avoir besoin d'offensive à un AAV, à un salaire annuel sur le plafond salarial un peu moindre. Moi, Jonathan Marchessault, pour moi, c'est un gamer. C'est un gars qui a énormément de caractère. C'est un gars, je trouve, qui est important. Il est passé cette semaine en entrevue à la Poche Bleue, d'ailleurs, puis les gars ont essayé un petit peu, poliment, de le cuisiner à ce sujet-là. Malgré les 4 ans restantes, moi, personnellement, je serais pas, tout dépendamment du prix, bien sûr, déçu si le Canadien faisait son acquisition. Ceci étant dit, Kent Hughes était prêt l'an passé à lui donner 3 ans. Pourquoi cette année, il serait prêt à prendre les 4 années restantes? Pour moi, ça n'a pas de sens, mais sait-on jamais ce qui peut arriver. Je pense effectivement que Marchessault peut être un candidat à être échangé cette année. Bowen Byram va être échangé cette année.
J'ai jamais compris cette acquisition-là des Sabres de Buffalo. T'as déjà Owen Power, Rasmus Dahlin du côté gauche. Bowen Byram, même, il est un petit peu encore dans le même profil. C'est un défenseur qui roule un avantage numérique. C'est un défenseur plus à caractère offensif, sans être dans la meilleure catégorie des défenseurs offensifs. Il y a eu des grosses rumeurs le liant à Vancouver. Peut-être pour venir aller alléger des minutes à Quinn Hughes. D'un point de vue purement fit hockey, je suis pas certain, encore une fois, mais pourquoi pas. Les Canucks de Vancouver Quinn Hughes jouait beaucoup trop de minutes cette année. Il faut trouver une façon que Quinn Hughes puisse jouer moins de minutes du côté de Vancouver la saison prochaine. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, je vois pas comment Bowen Byram est encore à Buffalo l'an prochain. Je sais pas à quel point il peut valoir cher, par contre. Pour dire qu'il est agent libre avec restriction également, mais ça, je pense pas que ça a un très, très gros impact. OK. Oh, Marco Rossi! J'aurais pensé qu'il allait peut-être être numéro 1 avec toutes les rumeurs. Je dis les rumeurs, c'est que semble-t-il qu'on n'est pas capable de s'entendre avec Marco Rossi du côté du Wild du Minnesota. C'est un excellent joueur de centre offensif. La seule raison pourquoi, personnellement, je ne le lis pas tant que ça au Canadien de Montréal, c'est que ce serait un autre petit bonhomme. Mais est-ce que c'est vraiment un si gros problème que ça? Je vous pose la question. Offensivement parlant, il vient de faire 60 points avec le Wild cette saison. Il vient tout juste d'atteindre les 23 ans. Il est agent libre avec restriction. C'est quand même important pour le Wild, par contre, parce que l'an prochain, c'est Kirill Kaprizov qui va être agent libre sans restriction, puis qu'il y a des grosses rumeurs qu'il ne va pas rester au Minnesota. Ça pourrait mal virer assez vite pour le Wild. Moi, être eux, je pense que t'as pas le choix de sortir quelques dollars de plus pour garder ce gars-là. Ceci étant dit, s'il est disponible, je pense que une équipe comme le Canadien de Montréal, même si c'est pas le plus gros des bonhommes, n'a pas le choix de placer l'appel. Pas le choix de placer l'appel puis de voir combien ça coûterait pour faire l'acquisition de Marco Rossi. Je me répète, non, c'est pas le plus gros des bonhommes, mais c'est un gars offensif assez incroyable. Puis je pense qu'une équipe comme le Canadien n'est pas encore assez bien outillée offensivement pour se permettre de pas être intéressé à ce gars-là, simplement parce que c'est pas le plus gros des bonhommes. Qui vont être numéro 1 et 2? Je pensais que Marco Rossi allait être numéro 1. Qui vous pensez va être numéro 1 et 2? Attendez un peu, là, qui j'oublie? Les deux centres des Islanders? Matthew Barzal puis Bo Horvat? J'avoue, je me serais attendu à ce que ces deux gars-là soient sur la liste, à moins qu'il y ait fait comme avec les deux gars des Bruins puis qu'ils mettent chacun numéro 1 ex aequo. Là, c'est intéressant, par contre, avec le changement de DG, le premier choix. Ah, numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Tage Thompson sera pas là. Je suis pas certain. Allons-y. Allons voir. Numéro 2. Chris Kreider. Ah, ouais. Wow. Je suis surpris. Qu'est-ce qu'il dit? Sans l'ombre d'un doute, une année difficile pour Kreider. Ouais, OK. Oui, c'est vrai que ça a été excusez l'expression, ça a été un shit show, les Rangers, cette année. Ah ouais, il est sur le bord d'être le deuxième buteur de l'histoire de la franchise. Wow. Il y a une clause de non-échange à 15 équipes. Est-ce que moi, je serais... C'est parce que il s'est tellement passé dans... Tu sais, jamais j'aurais cru que les Rangers allaient changer Jacob Trouba, le capitaine de l'équipe. Ils l'ont fait. Fait qu'est-ce qu'on veut vraiment éclater ce noyau de vétérans? Kreider est définitivement plus le joueur qu'il était. 6,5 millions par année, par contre, pour 2 ans, c'est pas dramatique. Le contrat de Brendan Gallagher, 22 buts, 8 passes. C'est pas dramatique, mais c'est pas le gars qui a la plus grosse valeur. Le fait qu'il y ait une clause de seulement 15 équipes pourrait aider à le transiger. C'était les Rangers, puis pas nécessairement l'envoyer à quelque part où lui a envie d'être, mais vraiment de faire hey, excuse, passez-moi l'expression, dompe ton salaire. Je pense vraiment que ce serait ça, parce que je vois pas, tu sais, j'imagine pas une belle transaction sexy impliquant Chris Kreider. Fait que numéro 1, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il a vraiment combiné les deux centres des Islanders de New York? Bon, belle petite pub ici pour Sportsnet. JJ Peterka! JJ Peterka est numéro 1, ah oui! Est-ce que je suis surpris qu'il est... Est-ce que je suis le seul qui est surpris? Les deux gars des Islanders sont pas là, mais Elias Peterson est là.
OK, il doit vraiment, lui, avoir les informations comme quoi Mathieu Darche s'amène pas pour tout démonter puis remonter à New York. OK. Écoutez, oui, je m'avoue un brin surpris que J.J. Peterka soit si haut que ça. Il est agent libre avec restriction. D'un point de vue purement hockey, c'est un excellent candidat à recevoir une offre hostile, J.J. Peterka, ne serait-ce que par la qualité du joueur. Contrairement à d'autres gars comme, exemple, Mason McTavish, moi, J.J. Peterka, je suis convaincu que ce gars-là, c'est une star offensive dans les 5 prochaines années pour, si je suis un DG, lui donner un petit peu plus pour essayer de le sortir de Buffalo s'il devient agent libre avec restriction. Sauf que je pense que les Sabres de Buffalo ont l'argent sous le plafond pour le garder, pour égaler toute offre. Et donc, est-ce que réellement il serait échangé? On dirait que la seule façon que je vois J.J. Peterka être échangé, c'est si il n'y a pas d'offre hostile pour lui, puis qu'il continue de pas signer avec les Sabres. Autrement dit, on se retrouve qu'on peut pas juste... Parce que souvenez-vous, si J.J. Peterka accepte une offre hostile, les Sabres peuvent simplement l'égaler. Puis, entre guillemets, il est prêt à Buffalo. Et donc, dans ce cas-là, non plus, tu peux pas le... Non plus, si tu égales une offre hostile, tu peux pas transiger le joueur dans l'année qui suit. Ça, souvenez-vous de ça, là, c'est quand même une nuance importante pour les offres hostiles. Je suis surpris de voir J.J. Peterka là. Je suis surpris qu'aucun des deux centres des Islanders de New York ne soit là. J.J. Peterka, je vous avoue que bien qu'il soit ailier, si vraiment il est disponible, lui, si je suis le Canadien de Montréal, même si c'est pas un joueur de centre, je m'en fous. Let's go. Oui, les Sabres, c'est un rival de division. Ils ont montré à la date limite des transactions que ça leur dérangeait pas d'échanger pour d'échanger un joueur au sein de la division. Ils ont envoyé Dylan Cousins du côté des Sénateurs d'Ottawa. Je serais quand même prêt à payer un gros prix pour J.J. Peterka. Ça coûterait cher. Ça changerait définitivement les plans. À ceux qui disent il peut être converti au centre, non, c'est pas un joueur de centre. J.J. Peterka, je pense qu'il est pris... faudrait que j'aille voir, là, mais il prend à peine quelques dizaines de mises en jeu par année quand un centre se fait tasser. Là. C'est pas un joueur de centre. C'est un ailier, c'est un bon ailier, capable de marquer, capable de récolter des passes. T'sais, lui, c'est un gars... C'est un style de joueur qui aurait le QI hockey pour jouer, exemple, avec un Ivan Demidov. Je vais être surpris si J.J. Peterka est échangé cet été. Et dans ma tête, si J.J. Peterka est échangé cet été, c'est définitivement une transaction blockbuster, sans l'ombre d'un doute. Voilà donc ce qui conclut cette réaction à la liste de Frank Seravalli. Qu'est-ce que t'en penses? Quels joueurs t'ont surpris de par leur position? Quels joueurs t'ont surpris par leur absence? Comme dans mon cas, les 2 joueurs de centre des Islanders de New York qui sont pas sur la liste du tout. Ça, c'est une grosse surprise pour moi. Laisse-moi en commentaire la grosse transaction que tu veux voir cet été dans la LNH. Quel joueur, à quelle équipe et pourquoi? Tu veux écouter un autre contenu après celui-ci? Ben, il y en a de disponible juste ici. Et on se reparle. Ciao!